Bonjour, bienvenue au magazine de la santé et Allo Docteur. Fabien, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Une longue journée qui nous attend et qui vous attend puisque ce soir on est en direct avec vous sur France 5 pour un nouveau numéro d'enquête de santé. Numéro consacré à l'homéopathie. À l'heure où on veut dérembourser cette technique, on verra quels sont exactement les enjeux, quelles vérités scientifiques on a. On vous écoutera. Voilà, ce sera ce soir, on vous en dira plus tout à l'heure. Pour l'instant, l'actualité, on va voir quelles sont les recommandations des parlementaires en matière de procréation. Une de nos journalistes va nous raconter tout ça. Et dans le journal, nous verrons aussi qu'une simple prise de sang pourrait permettre de mieux diagnostiquer les maladies du foie. Dans les chroniques, on reparlera justement procréation avec vous, Rudy Bancard. On va parler de lobby. Oui, on va parler de lobby et de la PMA. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, à la PMA pour toutes. Mais vous allez voir que ça attise des appétits, que c'est c'est un sujet très clivant. Et puis, on continuera à parler de l'humour de notre cerveau avec Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie. Bonjour Marina. Aujourd'hui, on va voir si les bébés, par exemple, ont de l'humour. Si les bébés ont le sens de l'humour et en quoi le rire peut aider les enfants. Très bien. Dans le carnet de santé, on découvrira les implants auditifs invisibles dernier cri pour les personnes malentendantes. Longtemps, Daniel n'a entendu que d'une oreille, malgré plusieurs greffes sur un tympan perforé. Cet implant invisible fait des envieux et pique la curiosité de ses amis. Et puis in vivo toute cette semaine dans l'océan Indien, à la maternité de Mayotte. On retrouvera aujourd'hui Achata, une jeune femme comorienne qui est en train d'accoucher. Et dans Allo Docteur, on verra comment faire la différence entre déprime et dépression et comment les prendre en charge. Pour poser vos questions, le 41 555, allodocteur.fr, France TV et le hashtag Santé F5. On est en direct avec vous. Tout de suite le journal. PMA pour toutes, GPA, anonymat des donneurs de sperme, autant de questions polémiques sur lesquelles les députés viennent juste de rendre leur avis. Des recommandations très attendues pour la rédaction de la future loi de bioéthique qui font suite au rapport du Comité consultatif national d'éthique. En septembre dernier, ce CCNE avait en effet émis des avis sur ces questions, se montrant par exemple favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Quelles sont donc les recommandations des parlementaires en matière de procréation? Pour y répondre, on accueille Rim Benhammer, journaliste de notre rédaction, qui a eu l'extrême gentillesse d'éplucher pour nous ce gros dossier de 300 pages. On l'en remercie. Merci Rim, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Très bien. Alors globalement, déjà. Alors globalement, ce que l'on retient dans ce rapport parlementaire, c'est qu'il va assez loin dans ses propositions. Il va même plus loin que les recommandations émises par le CCNE en septembre. Hier, nous avons rencontré Jean-Louis Touraine, qui est le rapporteur et qui est député La République En Marche. Eh bien, ce qu'il nous disait, c'est que selon lui, la société est enfin prête pour ces changements sociétaux. Alors, si on regarde dans le détail, c'est le premier point de ce rapport. Les députés sont favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ce n'est pas une surprise, c'était une promesse effectivement d'Emmanuel Macron, mais c'est bien le point qui a cristallisé les tensions pendant ce débat. Alors beaucoup de tensions et de jeux d'influence dont nous reparlerons tout à l'heure avec Rudy Bancard dans sa chronique sur les coulisses de ces discussions. Mais il y a un autre changement sociétal important. Les députés veulent donner leur feu vert à l'autoconservation des ovocytes. Oui, il pourrait y avoir une petite révolution dans ce domaine. Jusqu'à présent, les femmes se rendaient souvent en Espagne ou en Belgique pour faire conserver leurs ovocytes. Eh bien, si la loi passait, elle pourrait désormais le faire en France. Pour éviter les dérives, il y aura sûrement une limite d'âge. Elle pourrait être fixée à 42 ans révolus pour pouvoir utiliser ces ovocytes. Autre idée, permettre à des centres privés de conserver les ovocytes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour Jean-Louis Touraine, le député, il est aujourd'hui important que les femmes aient accès à cette possibilité. Je vous propose de l'écouter. La conservation des ovocytes est une chose importante. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Pour l'instant, une femme a le droit de donner des ovocytes pour d'autres femmes qui sont en manque de capacité d'avoir des enfants. Et simplement, dans des conditions très très difficiles, très encadrées, s'il y a quelques ovocytes surnuméraires, alors elle pourra les utiliser pour elle-même. Nous inversons cette proposition. Nous souhaitons qu'une femme qui veut garder des ovocytes pour l'avenir puisse le faire. Et puis, s'il y en a en plus, ceux-ci pourront être donnés à celles qui en ont besoin. Voilà, l'avis de Jean-Louis Touraine. Autre sujet très polémique,
Qu'en est-il de la GPA? Eh bien, concernant la gestation pour autrui, c'est le fait d'avoir recours à une mère porteuse. Là, les députés se sont montrés très fermes. Ils ont voulu la différencier de la PMA et c'est non. Il n'y aura pas de GPA possible en France. En revanche, une nouveauté, les parlementaires, ce qu'ils veulent, c'est que les enfants qui sont déjà nés de GPA ou qui vont l'être à l'étranger puissent facilement être reconnus par leurs parents d'intention et cela sans passer par l'adoption. Et que disent les députés sur la levée de l'anonymat des donneurs de sperme? Bien ça, c'était une demande très forte des associations qui dénoncent souvent un parcours du combattant pour avoir accès à ses origines. À 18 ans, sur simple demande, si la loi passe, bien sûr, l'enfant pourra accéder à des informations sur le donneur. Alors dans un premier temps, des éléments non identifiants comme la nationalité ou les antécédents médicaux, mais si le donneur avait donné son accord et que l'enfant le demande, alors là, il pourrait même avoir l'identité du donneur. Et attention, cette loi ne sera pas rétroactive, c'est-à-dire que les hommes qui auraient donné avant le passage de la loi devront donner leur accord pour que leur identité soit dévoilée. Alors vous le savez, en France, il y a un gros problème sur le nombre de donneurs de sperme. Pour Jean-Louis Touraine, que nous avons donc interviewé sur ce sujet, selon lui, il n'y aura pas de baisse durable des dons. Il se peut que d'accorder ce droit aux enfants de connaître leurs origines, qui est une demande très forte de la part de certains, puisse, l'espace d'une année, diminuer légèrement le nombre de donneurs. Comme ça a été le cas en Grande-Bretagne, par exemple. Mais ensuite, le nombre a été en augmentant dans les autres pays. Donc nous attendons en France aussi qu'il y ait une augmentation du nombre de donneurs. Ce ne seront pas tout à fait les mêmes personnes qui seront donneurs, mais ce sont toujours des gens qui sont dans une démarche altruiste. Alors les prochaines étapes maintenant, c'est quoi? Bien, alors déjà, il faut préciser que ce rapport, ce ne sont que des recommandations. On ignore si les députés suivront ces recommandations. Pour éviter un scénario catastrophe comme il y avait eu pour la loi sur le mariage pour tous, le gouvernement, ce qu'il veut, c'est faire de la pédagogie. Et donc, chaque semaine, les députés, jusqu'à février, auront droit à un séminaire explicatif sur tous ces éléments du rapport. Et vous suivrez ça, bien sûr, pour nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Diminuer la mortalité liée aux maladies du foie grâce à un dépistage précoce, c'est la proposition du professeur Patrick Marcelin, hépatologue, lors du congrès international sur les maladies hépatiques qui se tient actuellement à Paris. Effectivement, une simple prise de sang permettrait de diagnostiquer ces maladies à un stade précoce pour mieux les soigner. Les explications de Cécile Guéry-Riquier et Egert Lia. Et si un simple test pouvait nous sauver d'une maladie du foie? Cet organe, mal connu, joue un rôle majeur dans notre organisme. Il purifie le sang, fabrique des protéines et régule nos hormones. Mais ce super organe a un défaut majeur, il ne provoque pas de douleur quand il est en souffrance. Le foie est peu innervé, il n'y a pas de nerfs dans le foie, donc on peut avoir mal à l'intestin, on peut avoir mal à l'estomac. Le foie peut être très malade et ne pas souffrir. Une cirrhose ne fait pas mal, on ne ressent rien. Et même au début du cancer du foie, avant qu'il soit très gros, trop tard, on ne ressent rien. Donc il faut bien sûr trouver la maladie du foie avant les dégâts. Aujourd'hui, on meurt plus souvent d'une maladie du foie que du diabète parce que ce dernier est mieux diagnostiqué. Hépatite, cirrhose, cancer du foie, pour mieux prévenir ces maladies hépatiques, les spécialistes proposent de mettre en place un dépistage de masse en rendant systématique le contrôle des transaminases, des enzymes, appelées aussi ASAT et ALAT. On ne dépiste pas les maladies du foie, donc on les découvre trop tard au moment des complications. Donc pourquoi ne pas faire ce test lorsqu'on fait un bilan de routine du médecin généraliste? Et puis si c'est élevé, signal d'alarme, attention, il faut que je sache ce qui se passe. Dans 80% des cas, c'est bénin, mais dans 20% des cas, c'est évolutif, ça peut être grave. Diagnostiquée trop tard, une maladie du foie peut être fatale, alors qu'il existe de nombreux traitements. En France, 1 personne sur 5 est concernée. Les perturbateurs endocriniens dans le viseur d'Agnès Buzyn. La ministre de la Santé vient de dévoiler son plan de lutte contre ces composés chimiques présents dans de nombreux produits de consommation courante, comme les produits ménagers, les emballages alimentaires ou encore les cosmétiques. Considérés comme responsables de troubles de la fertilité, de la croissance, voire de développement de cancer, ces perturbateurs endocriniens seront dorénavant classés en fonction des informations dont on dispose concernant leur toxicité et divisés en 3 catégories, suspectés, présumés et avérés.
Le plan du gouvernement prévoit également la création d'un site internet d'information et le financement de nouvelles recherches sur ce thème. Alors ce projet va-t-il dans le bon sens? Est-ce qu'il va assez loin? Pour en parler, on accueille Olivier Andrew qui est chargé de mission agriculture et alimentation pour l'UFC Que Choisir. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour. Alors classer ces perturbateurs endocriniens, est-ce que c'est une mesure suffisante et qu'est-ce que ça va concrètement changer? C'est une mesure importante, indubitablement. Actuellement, au niveau européen, on a un contexte qui est très défavorable. On a une définition des perturbateurs endocriniens qui est extrêmement exigeante et en termes de démonstration de la preuve. Et pour vous donner une idée, le bisphénol A probablement n'aurait pas été défini comme perturbateur endocrinien avec cette règle. Et donc là, l'idée de définir des perturbateurs endocriniens avérés, présumés, suspectés, ça permet finalement de différencier les cas de figure et puis probablement de mettre en application le principe de précaution. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va demander notamment à l'ANSES, notre agence de sécurité sanitaire, de définir les molécules qui sont prioritairement à étudier au regard du risque de perturbateurs endocriniens. Mais d'une certaine manière, on marche sur la tête parce que finalement, l'ANSES va essayer de pallier le retard énorme qui a été accumulé au cours des décennies, pendant lesquelles les fabricants ont mis sur le marché des produits dont une bonne part d'entre eux sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Donc notre demande finalement, c'est déjà en amont demander que lors de l'autorisation des nouvelles molécules ou à l'occasion de la réévaluation, systématiquement, on examine le caractère potentiel de perturbateurs endocriniens ou d'effets cocktails. Alors justement, les fabricants de ces nouvelles molécules ne sont pas sollicités dans ce plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, ça c'est un autre problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est quand même assez hallucinant, l'autorisation des molécules actuellement, c'est très majoritairement des autorités européennes ou nationales qui vont se contenter de relire des études qui leur sont transmises par les fabricants eux-mêmes. Donc il y a évidemment un biais majeur, on l'a vu par exemple dans le cadre du glyphosate, où on voit que la majorité des études réalisées par les fabricants ne met pas en évidence de problèmes de génotoxicité, alors que la majorité des études indépendantes en mettent en évidence. Donc notre demande, c'est bien évidemment qu'il y ait la possibilité pour les fabricants d'abonder un fonds dans lequel les agences nationales européennes viendraient puiser pour réaliser des études réellement indépendantes. Et puis on l'évoquait aussi, il est question d'un site internet pour informer les consommateurs, ça c'est plutôt bien. Alors c'est bien sur le principe, il a également été évoqué la possibilité de mettre quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour le consommateur, c'est des warnings directement sur les étiquetages. Or ça n'apparaît pas dans le document synthétique qui définit les priorités les plus prioritaires. Et donc nous... Simples en plus, qui sont des choses simples à comprendre. Absolument, parce que tout le monde ne va pas nécessairement aller sur Internet avant d'acheter un produit de consommation. Donc là, notre demande de vigilance, c'est de demander aux consommateurs de mettre au même niveau de priorité le site internet et l'étiquetage pour les consommateurs. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ce soir, on vous donne rendez-vous en direct pour un nouveau numéro d'Enquête de santé consacré à une pratique qui n'a jamais autant déchaîné les passions, c'est l'homéopathie. Et oui, depuis plus de 2 siècles après son invention, l'homéopathie continue de diviser avec d'un côté des médecins qui jugent cette pratique inefficace et de l'autre des millions de Français qui utilisent ces granules pour se soigner. Alors, véritable médicament ou simple placebo, le sort de l'homéopathie est entre les mains de la Haute Autorité de Santé qui doit annoncer au printemps le maintien ou la fin de son remboursement. Regardez tout de suite un extrait du documentaire réalisé par Magali Cotard que nous diffuserons ce soir. C'est une guerre qui se joue depuis 2 siècles, entre 2 visions de la médecine. D'un côté, les partisans d'une médecine basée sur la preuve scientifique. De l'autre, ceux qui laissent une chance à l'inexplicable dans la guérison. La science contre l'homéopathie. Alors que les conflits semblaient apaisés, la science vient de lancer une offensive sans précédent. Pour la première fois, des médecins se sont unis pour dénoncer l'homéopathie. Dans une tribune, ils l'accusent d'être inefficace et ésotérique. La question de l'efficacité de l'homéopathie, en vérité, elle ne se pose pas. L'efficacité de l'homéopathie, elle n'existe pas. Est-ce que les granules contiennent un principe actif? La plupart, non. Donc ce que vous prenez, c'est des petits granules de sucre, quoi. Pour moi, l'homéopathie, ça n'a pas plus de fondement que, je sais pas, autre chose, quoi, que de la magie. Cette magie n'a pourtant jamais autant séduit les Français. Ils sont plus de 70% à l'avoir déjà testé. C'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. J'ai toujours soigné mes enfants comme ça, on se soigne comme ça nous-mêmes et ça fonctionne très bien. La preuve scientifique, en fait, pour moi, c'est pas fondamental, quoi. Ce qui compte, c'est que ça marche, en fait. Il se passe quelque chose
qu'on ne connaît pas encore exactement, mais il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est ce soir à 20h50 en direct évidemment sur France 5, ce documentaire suivi d'un débat. Des experts seront là pour vous répondre et pour poser ces questions. Vous pouvez le faire dès à présent, le 41 555, allodocteur.fr France TV et par le hashtag santé F5. Ce devait être des vacances de rêve, une semaine de croisière sur un luxueux paquebot dans les eaux turquoises des Caraïbes. Ça fait rêver. Oui, mais trois jours après le départ, des passagers et des membres de l'équipage ont commencé à se sentir mal. C'était manifestement pas le mal de mer et la croisière s'amuse a fini de s'amuser. Oui, le paquebot a été victime d'une épidémie de gastro très sévère. Jusqu'à 475 passagers ont dû rester confinés dans leur cabine, voire dans leur cabinet. La direction a tout fait pour éviter que l'épidémie ne se propage, en rappelant par exemple l'importance du lavage des mains. Rien n'y a fait. Le virus était très agressif et par souci sanitaire, la Jamaïque, le Mexique puis Cuba ont même refusé de laisser descendre les passagers. Face à l'ampleur de l'épidémie, le paquebot a dû rentrer plus tôt que prévu à Port Canaveral en Floride. Samedi matin, les passagers ont enfin pu poser le pied à terre. Pendant le débarquement, les malades ont été confinés dans une salle à part pour éviter toute nouvelle contamination. Depuis, le bateau est désinfecté de la cale au pont supérieur et il doit en effet bientôt repartir pour offrir une expérience inoubliable aux voyageurs, parce que la précédente était plutôt à vomir. Ce que promet en tout cas la compagnie dans ses publicités. On vous reparlera d'ailleurs de la gastro après-demain dans Allo Docteur. Voilà. C'est la fin du journal. À venir, les chroniques. On va parler PMA avec Rudy Bancard. On va parler humour de notre cerveau avec Sylvie Choqueron. Une nouveauté dans le carnet de santé qui intéresse les personnes malentendantes. 300 personnes en France bénéficient déjà d'un plan auditif invisible posé sous la peau, à même le crâne. Reportage. Et puis retour à Mayotte pour une vivo dans la plus grande maternité de France. À Chata, une patiente comorienne est en plein accouchement, mais sa tension vient brusquement d'augmenter. Dans Allo Docteur, on va répondre à vos questions sur la déprime et la dépression. On verra quelles sont les différences entre ces deux pathologies et comment on les prend en charge respectivement. Témoignages, réponses d'experts, c'est à 14h40. Mais d'abord, notre invité. Karen Ayache, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous venez nous présenter votre livre « Maman est là » qui est publié aux éditions HarperCollins. Dans ce témoignage, vous racontez votre parcours et votre combat incroyable. On va y venir pour sauver votre fille, Ornella, qui est atteinte de la maladie de Sanfilippo, une maladie génétique rare. Alors, on vous avait consacré un reportage dans le magazine il y a 7 ans. On va d'abord regarder un extrait de ce sujet signé Cécile Guéry-Riquier et Christian Gallet. Ornella souffre d'une maladie rare et incurable, appelée le syndrome de Sanfilippo. Pourtant, à sa naissance, elle n'avait pas de symptômes particulièrement inquiétants. On la voyait en situation d'inconfort, elle toussait, elle était rouge, et puis elle passait de mauvaises nuits. Mais c'est pas ce qui a attiré l'attention de son médecin. Ce qui a attiré l'attention de son médecin, dès le premier mois, c'est qu'elle avait un foie et une rate plus larges que la normale. Donc ce médecin nous a dit que si ça s'estompait au cours du 2e mois, on n'avait pas de souci à se faire, mais que c'est un signe néanmoins qu'il gardait sous surveillance parce que ça pouvait être un peu plus préjudiciable que ce qu'on pouvait espérer. Après une série d'examens, les médecins diagnostiquent une maladie génétique dite lysosomale. Un gène manque sur le chromosome 17 d'Ornella, ce qui entraîne une régression inéluctable de ses facultés intellectuelles. Mais durant ses 3 premières années, elle a grandi comme toutes les petites filles de son âge. Je me souviens qu'à l'âge de, 2 ans, 2 ans et demi, c'est une enfant qui connaissait plus d'une 50aine de noms d'animaux. Elle connaissait parfaitement ses couleurs, enfin, des pays. Donc elle avait acquis des bonnes connaissances, de très bonnes bases. Et puis finalement, il a fallu attendre qu'elle ait peut-être 4 ans et demi pour qu'on se pose et qu'on se dise « c'est incroyable tout ce qu'elle a perdu ». Et pour autant, c'est sans doute ça aussi être parent, on est quand même dans l'instant présent et il y a toujours l'espoir que quelque chose se passe, un miracle ou autre chose. Il n'a jamais été question de baisser les bras ou d'abdiquer d'entrée de jeu. Voilà, cette fatalité, vous n'en avez pas voulu. L'espoir est venu d'une publication que votre mari avait découvert, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quelques jours après le diagnostic et après le choc de l'annonce de la maladie qu'on découvrait, de l'annonce de l'absence de traitement, de quasi-absence de recherche, Gad, mon mari, était allé sur Internet et
Je crois qu'on peut quand même dire que c'est une grande chance de notre époque pour les questions de santé d'avoir Internet. Était allé sur Internet et avait identifié un article publié par un chercheur australien qui travaillait sur la maladie de Sanfilippo A et qui commençait à avoir des résultats très tangibles chez les souris atteintes de cette maladie. Donc en 2009, vous étiez dans le monde de la finance, vous quittez le monde de la finance, vous montez votre société, la société Lysogène, spécialisée dans le traitement des thérapies géniques. Et 2 ans plus tard, grâce aux travaux d'une équipe de chercheurs internationaux, vous arrivez à faire le premier traitement expérimental chez votre fille. C'est exact. Donc le projet en tant que tel a commencé à maturer dès la fin de l'année 2005-2006. On a travaillé dur avec des chercheurs pour mettre au point des protocoles, pour mettre au point un vrai plan de bataille, j'allais dire. Mon mari m'aidait beaucoup sur les aspects de levée de fonds, qui est une dimension évidemment extrêmement importante dans ce domaine. L'argent pour les maladies rares ne court pas les rues. Finalement, avec ces expertises, du financement, de la gestion de projet, on a réussi à amener un programme qui sortait des limbes à la clinique rapidement en 2011. Donc elle a bénéficié de cette expérimentation. Quels ont été les résultats ? Les résultats ont été mitigés. Ils ont été très positifs du point de vue de la tolérance, ce qui est important quand on met au point un traitement et qu'on l'expérimente pour la première fois. Et du point de vue de l'efficacité, mitigé, c'est-à-dire que si je regarde notre fille, Ornella, elle a bénéficié d'effets très positifs au niveau de son comportement. Elle était extrêmement hyperactive, elle ne dormait pas la nuit. Et à l'issue de ce traitement, qui s'administre en une seule fois, Ornella est devenue beaucoup moins hyperactive, a commencé à dormir la nuit et ça a été un changement extrêmement favorable pour la famille et puis pour les personnes qui s'occupaient d'elle. Cela étant, ça ne fait pas un médicament. Ça ne fait pas un médicament pour différentes raisons et depuis 2011, du coup, même si on a eu ces résultats très encourageants, on a travaillé extrêmement dur pour faire évoluer le produit, pour faire évoluer la procédure d'administration et aujourd'hui on est sur le point de lancer un essai de phase 3, il démarre là aux États-Unis ces jours-ci. On précise que vous battez aussi pour les autres enfants. Aujourd'hui, Ornella n'est plus du tout partie prenante, c'est-à-dire qu'elle a, comme je le disais, bénéficié d'effets très favorable pendant quelques années, mais malheureusement, Ornella, au moment de l'essai clinique de 2011, approchait de ses 7 ans. Et à cet âge-là, en tous les cas, tel que la maladie évoluait chez Ornella, on était déjà à un stade extrêmement délétère, en fait, de la maladie. Ce qui fait que, au cours des dernières années, on peut dire que la maladie l'a rattrapée. Et aujourd'hui, Ornella, c'est une petite fille qui est en soins palliatifs, qui ne peut plus, qui est à domicile, effectivement, et qui n'aura plus l'occasion d'entrer dans un essai clinique. Ça, c'est certain. Donc, depuis 2011, en fait, le combat mené par Lysogène, c'est un combat mené pour les autres patients, en effet. Et pour d'autres maladies également, d'autres maladies rares ? Et c'est un bon point de souligner que notre thèse, ça a toujours été qu'en mettant au point un traitement de thérapie génique pour une maladie neurodégénérative comme la maladie de Sanfilippo, aussi rare soit-elle, on développait et on mettait en œuvre un concept thérapeutique applicable à d'autres maladies. C'est ce qu'on a commencé à prouver en augmentant, comme on dit dans le secteur pharmaceutique ou le secteur de la biotech, notre portefeuille de programmes. Et on a aujourd'hui, en plus du programme Sanfilippo, 2 autres programmes en développement qui touchent d'autres maladies rares du cerveau chez l'enfant. Comment on peut vous aider aujourd'hui dans ce combat ? Je crois que déjà d'inviter les personnes qui luttent pour ces maladies, enfin contre ces maladies, c'est important parce que on ne parle jamais assez de ces pathologies. A fortiori quand elles touchent les enfants. C'est comme si les enfants étaient des quantités négligeables en fait dans nos sociétés, aussi civilisées soient-elles, et ça c'est pas acceptable. Et donc je pense qu'en parler c'est très important. Il est important aussi de faire valoir ces causes-là au niveau politique. Je pense que dans l'agenda politique, l'innovation thérapeutique qui ne peut venir que de petites structures, en réalité, en tous les cas, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, l'innovation thérapeutique doit être soutenue. Et ce qu'on observe, c'est que on a toujours eu en France de grandes ambitions sur le papier et parfois je m'interroge sur les moyens qu'on se donne vraiment pour progresser. Preuve en est, récemment la société Lysogène a dû son salut à un partenariat avec une société américaine. C'est pas un mal en soi. L'important c'est que la société vive, qu'elle progresse, qu'elle puisse mener ses essais cliniques et les financer. Mais peut-être que ça témoigne d'un manque d'attention qui est
qui n'est pas forcément bienvenue. Juste une chose pour finir, Fabien le disait, vous venez du monde de la finance. Oui. Comment on a appris qu'une femme, une mère de famille finalement, se lance dans un projet aussi ambitieux, aussi complexe? On ne vous a pas fermé des portes devant vous? Alors si, et alors il y a la dimension femme, mais je me souviens aussi de certains rendez-vous où j'étais pas seule. J'étais avec le père d'Ornella, donc un homme, une femme. C'était le fait d'être parents de patients qui perturbaient certains. C'était vraiment l'irruption dans le domaine thérapeutique de celui qui est censé écouter dans un dialogue singulier ce que le message que le médecin délivre. Donc la nature patient pouvait poser problème à certains. Et en plus, effectivement, c'est ajouté le fait d'être une femme, de ne pas venir du sérail, etc. Mais globalement, si on regarde le parcours qui a été réalisé, on ne s'en sort pas trop mal et il y a quand même beaucoup de gens, et il y en a encore, qui nous aident et qui contribuent très activement et très positivement dans le corps médical, dans le corps scientifique et ailleurs. Merci beaucoup. C'est un livre passionnant et très fort que vous avez écrit. Karen Ayache, Maman est là, c'est chez HarperCollins. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Perte d'envie, fatigue, tristesse. On verra dans Le Docteur ce qu'est une déprime et à partir de quand on parle de dépression. Il va être question de traitement, mais également, vous le verrez, de l'intérêt du sport. Depuis quelques années, Christian est confronté à des épisodes de déprime. Bonjour docteur. S'il consulte aujourd'hui, ce n'est pas pour se faire prescrire des médicaments. Il fait appel à son médecin du sport pour se sentir mieux. Si je pouvais résoudre ces soucis de morale, de baisse de morale par l'activité physique plutôt que par des produits chimiques, bon, ça en serait peut-être le meilleur. D'accord sur l'intérêt du sport. C'est pas moi qui dirais le contraire. 41 555 pour vos questions à ledocteur.fr, France TV, #santé F5. Dans quelques instants, on parlera de l'humour de notre cerveau. Avec vous, Sylvie Chaucron, vous êtes neuropsychologue. Bonjour Sylvie. Bonjour. On va commencer avec vous, Rudy. Bonjour. Bonjour Maria. Alors, on l'a dit dans le journal, la mission d'information parlementaire a donné son avis sur l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples lesbiens. Et tout ça s'inscrit dans un contexte, on l'imagine bien, de débat et d'avis rendus parfois houleux. Et vous allez nous en raconter les coulisses. Oui, on va commencer par le contexte. Il faut rappeler quand même que la PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple, les femmes homosexuelles, eh bien, est interdite en France. Alors quand elles veulent y avoir recours, eh bien, ces femmes se dirigent vers les pays limitrophes de la France, souvent l'Espagne ou la Belgique, dans des cliniques spécialisées. Là aussi, c'est des pays où c'est déjà autorisé. Donc face à cette situation, le candidat Emmanuel Macron en 2017 avait promis d'autoriser la PMA pour toutes. Et quand il a été élu, eh bien, il a souhaité un débat apaisé. C'est une question qui a été intégrée aux États généraux de la bioéthique. Il y a eu pas mal de débats en France, notamment sur cette question-là. Et le Conseil consultatif national d'éthique a rendu un avis en juin, plutôt favorable sur la question. Alors tout ça, ça reste qu'un avis. Les députés se sont réunis de leur côté, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont rendu aussi un avis favorable. Ça s'est passé comment? C'est vrai qu'ils voulaient avoir leur débat aussi à eux, donc les parlementaires et notamment les députés. Donc ils ont créé une mission d'information parlementaire. Elle était présidée par Xavier Breton, qui est un député LR qui est ouvertement opposé à la PMA pour toutes. Le rapporteur, c'est celui de gauche. C'est celui de gauche. Le rapporteur, c'est celui qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure de RIM, qui lui est La République en marche et qui est plutôt Jean-Louis Touraine, qui est favorable à la PMA pour toutes. Alors ces parlementaires ont entendu aussi les associations, les intellectuels, des médecins, notamment parmi les grands médecins qui sont plutôt favorables. On peut citer Israël Nizan ou encore René Friedman. Et comme l'a dit Rim tout à l'heure, eh bien la mission parlementaire a rendu ce rapport ce matin et elle est plutôt aussi favorable. Et on ne pourra pas dire que quand même sur cette question, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un débat, on en a parlé. Et puis les Français, effectivement, ont été consultés lors des États généraux. Quand est-ce qu'aura lieu le vote de cette loi, du coup, sur la PMA? Ça, c'est la grande question et la grande inconnue aussi, parce qu'en fait, la révision de la loi bioéthique devait intervenir normalement à la fin 2018. Ça a été reporté début 2019. Et puis maintenant, ce sera a priori en juin 2019. Alors officiellement, c'est pour des questions de calendrier législatif, une espèce d'embouteillage législatif. Officieusement, c'est parce que le gouvernement préfère laisser passer les élections européennes. Ouais, exactement, pour éviter que les thèmes et les idées se mélangent. Surtout que la PMA, c'est ce qui cristallise un peu toutes les attentions et c'est un sujet très clivant.
comment ça a été perçu ce report de calendrier? Chez les associations homosexuelles, pas très bien, d'autant qu'en novembre dernier, Emmanuel Macron recevait les associations LGBT à l'Élysée pour parler PMA, mais aussi homophobie. Et quand il leur a annoncé que la loi serait reportée à l'été 2019, les deux associations ont quitté la table des discussions, ce sont les Dégommeuses et la Ligue européenne lesbienne. Elles ont tout simplement voulu montrer leur mécontentement, leur désaccord. Et j'ai eu Alice Coffin au téléphone, qui est une de ces représentantes de ces associations, et elle m'a dit concrètement que ce qu'elle craignait, c'était que comme François Hollande, Emmanuel Macron ne tienne pas sa promesse, que François Hollande n'avait déjà pas tenu sa promesse. Est-ce qu'à part quitter la table, elles utilisent d'autres moyens pour se faire entendre, ces associations? Oui, alors les associations homosexuelles ont des relais au sein de l'Assemblée nationale, moins qu'on ne le croit, il faut quand même le préciser, mais malgré tout, elles ont quand même des soutiens. On peut penser par exemple à Guillaume Chiche, qui est un député La République En Marche et qui soutient ouvertement le projet de PMA pour toutes. On peut citer aussi une députée ouvertement lesbienne qui s'appelle Laurence Vanceunebroek-Mialon, qu'on voit ici. Alors je tiens à le souligner parce que c'est assez rare quand même d'afficher sa préférence sexuelle, et notamment lesbienne. Et puis, et donc je l'ai eu au téléphone, Madame Vanceunebroek, donc elle m'a dit que c'est vrai que c'est un mauvais signal, le fait de reporter sans cesse la loi, mais qu'elle était sûre qu'on allait voter cette loi. Et puis quand même, pour se faire entendre, les principales intéressées, parce qu'on dit souvent qu'on a entendu des intellectuels, des associations, mais les femmes concernées. Exactement, les femmes concernées, du coup, pour se faire entendre, elles ont publié une tribune sur le site franceinfo.fr qui était intitulée « Ne vous inquiétez pas pour nos enfants, ils sont aimés ». Et elle était notamment signée par Amélie Mauresmo, qui a eu recours à la PMA, ou Marie Laborie, qui officie sur le service public sur Arte. Alors ce report de vote, ça fait plaisir aux opposants. Enfin, en tout cas, ça arrange les opposants, mais c'est qui les opposants à ça, en fait? Alors, les opposants, ce sont à peu près les mêmes que ceux qui s'opposaient au mariage pour tous. Il y a l'association, par exemple, Alliance Vita, les juristes pour l'enfance, ou encore la Manif pour tous. Ces associations sont soutenues par l'Église catholique, notamment qui envoie au front Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, qui est médecin de formation. C'est pour ça qu'on l'envoie au front, parce que du coup, ça donne une forme de légitimité, une crédibilité à ses propos. Enfin, tous ces associations et l'Église craignent que la future loi organise légalement la privation du père, c'est une interrogation, et ils ne veulent pas de cette loi. Et donc du coup, ce qu'ils font en ce moment, depuis à peu près 2 ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est tout pour que cette loi ne voit pas le jour. Avec quelle méthode? Alors par exemple, ces associations, elles sont très mobilisées, elles ont beaucoup d'argent, et notamment lors des états généraux de la bioéthique, elles étaient très présentes, au point où elles ont un peu faussé d'ailleurs certaines statistiques, et certains débats. Jean-Louis Touraine me racontait justement que quand dans certains débats on lui avait arraché le micro, on l'avait bousculé, on l'avait empêché de parler. Elles ont procédé aussi, alors je pense que tout le monde a dû voir ces affiches. Voilà, c'est ce type d'affiches qu'on voit un peu partout fleurir dans toutes les villes, les campagnes. Un enfant, c'est pas un droit. Il y en a plusieurs, elles ont décliné. Puis il y en a une qui a fait polémique, c'était il y a 1 an et demi. Vous en aviez parlé parce que vous aviez fait un carton rouge. C'est après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Vous avez fait un carton rouge parce que c'est une ineptie scientifique totale. Et puis ensuite, ces associations rencontrent aussi les élus sur le terrain. On peut penser à j'ai eu Madame Aude Mirkovic, des juristes pour l'enfance, qui a rencontré vraiment tous les élus de sa région. Et puis la Manif pour tous, quand même, pour terminer, a quand même envoyé un document de 400 pages où elle décrit aux députés, où elle décrit ses propositions en matière de bioéthique et notamment en matière de PMA. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire changer d'avis les députés de La République En Marche, parce que c'est eux qui vont faire la loi. Et est-ce que le message est entendu par le message de ces associations? Alors, par les députés, il y a à La République En Marche, il y a Mme Agnès Thiel, qui elle s'est prononcée, c'est la seule aujourd'hui à La République En Marche, qui s'est prononcée contre la PMA pour toutes. À droite, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez par exemple Gérard Larcher, président du Sénat, ou Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui se sont prononcés en faveur de cette loi sous certaines conditions. Et en revanche, Laurent Wauquiez, lui qui s'exprimait notamment en novembre devant chef de Républicains, vous avez raison de le rappeler, qui s'exprimait devant Sens Commun, qui est l'émanation de la Manif pour tous chez les Républicains. Eh bien, il s'exprimait, et c'est là où il avait parlé de PMA, où il faisait un lien entre PMA, eugénisme, voire nazisme. C'est une idée et une argumentation qui est défendue par les juristes pour l'enfance, par exemple. Donc on imagine que le printemps va être agité?
Oui, mais sous haute tension, je dirais, même malgré finalement le feu vert du défenseur des droits, du CCNE, cette mission parlementaire, du Conseil d'État également. Mais aujourd'hui, l'incertitude réside vraiment chez les députés de La République En Marche, parce que si on sait que certains députés de La République En Marche ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas voté certaines lois, notamment le budget, en revanche, sur ces questions éthiques, bioéthiques, eh bien, le gouvernement a décidé de laisser la liberté aux députés. Et donc, c'est eux qui vont faire la loi. Agnès Thiel m'a confié, quand je l'ai eu au téléphone, que pour l'instant, elle n'était pas vraiment la seule, qu'elle avait au sein de La République En Marche d'autres personnes qui pensaient la suivre. On verra, à suivre. On va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup. Merci. On s'intéresse maintenant aux personnes malentendantes. Avant, elles n'avaient que les appareils auditifs externes comme solution. Eh bien, ça a changé. Et oui, puisqu'aujourd'hui, il existe des implants auditifs invisibles qui commencent à faire leurs preuves. Comme vous allez le voir, ces implants sont posés sous la peau, à même le crâne. Un dispositif méconnu, seulement 300 personnes en France sont équipées. Vous voyez ce reportage d'Alexandra Combe, Romain Marchal et Benoît Lordolo. Attention, il y a des images de chirurgie. Je vais vous faire voir comment je recharge mon appareil le soir. Danielle, 77 ans, apprivoise peu à peu une nouvelle technologie. Difficile parfois pour elle de s'y retrouver. Le point rouge sur le point rouge, comme dans un film. C'est en effet digne des meilleurs films de science-fiction. Danielle recharge un implant auditif invisible. Je le mets, là il y a un aimant, en fin de compte, ça se colle sur l'aimant qui est à l'intérieur sous la peau. Cet été par exemple, je mettais ça le soir. Après dîner, je mettais ça dans ma poche et j'allais le long de la mer. J'étais branchée comme les jeunes. Ça ne me posait pas de problème. Ça m'amusait follement, en fin de compte, de me dire, moi, je suis en train de me charger un appareil et les autres écoutent leur musique. Longtemps, Danielle n'a entendu que d'une oreille, malgré plusieurs greffes sur un tympan perforé. Cet implant invisible fait des envieux et pique la curiosité de ses amis. Et vous entendez quand on touche ? Non. Si on touche le micro qui se trouve en bas derrière l'oreille, là, quand je fais ça, ça fait un petit bruit. C'est quand même un grand progrès. Dans le cas de Danielle, où elle avait une oreille qui était complètement perdue. Alors que maintenant, elle a retrouvé l'audition presque parfaite. Si Danielle a pu retrouver son audition, c'est grâce à ça. Un bijou de technologie que s'apprête à implanter le docteur Nevoux sur un nouveau patient aujourd'hui. On est dans un implant auditif, mais acoustique, donc la stimulation est exactement identique au fonctionnement naturel de l'oreille. Chaque bruit, chaque son que nous entendons est le résultat d'un enchaînement mécanique extrêmement précis. Les molécules d'air font vibrer le tympan. Cette vibration est transmise à travers les osselets vers la cochlée. À l'intérieur de la cochlée, les cellules ciliées convertissent la vibration en signal électrique pour notre cerveau. L'implant auditif permet lui de retrouver une audition quand les cellules ciliées se dégradent ou quand les tympans ont trop souffert. Donc on a ici l'ordinateur qui va traiter l'ensemble des informations qui sont captées par ce microphone. Et ensuite, cette information, une fois qu'elle est traitée par l'ordinateur, elle est renvoyée sous forme de vibration aux osselets ou à l'oreille interne par ce système-là. C'est ce système en 3 parties qui va être implanté. Le microphone sera relié à un ordinateur miniaturisé placé sous la peau. Il va convertir le son en signal électrique vers une tige placée contre les osselets. Le signal électrique est converti en mouvement mécanique. C'est la vibration de l'antenne et donc de l'osselet qui permet de retrouver l'audition. Mais la pose de ce système nécessite une opération assez lourde. Le chirurgien doit d'abord dégager le pavillon pour se frayer un chemin vers le conduit auditif. Les implants vont être posés à même l'os temporal. Donc là, je suis en train de dégager l'os pour pouvoir accéder aux différentes zones, soit les zones qui vont être le support des différentes pièces, soit la zone qui va être à connecter avec le vibrateur. En général, dans la chirurgie de l'oreille, il y a le risque de détruire l'organe de l'audition, mais dans l'os de l'oreille, il y a aussi le nerf qui fait bouger le visage et qui vient ici, qu'on voit arriver là, qui va tourner ici et qui va partir là. La réussite de l'opération repose en partie sur cette fixation. Elle est vissée à même l'os et doit être placée parfaitement. Là, on est sur le système de fixation qui est effectivement une des parties essentielles, puisqu'elle va permettre la fixation du vibrateur pour lui permettre de travailler et de transmettre le son à la cochlée. Si le système de fixation est mal fixé, on peut avoir des phénomènes de sifflement qui peuvent s'installer au niveau de la perception sonore. Le micro et l'ordinateur vont aussi être placés sous le cuir chevelu. Le chirurgien doit adapter le dispositif à l'anatomie de chaque patient.
Pour ça, ils creusent l'os. La cavité doit épouser parfaitement la forme des implants. La tige du vibrateur est courbée manuellement en fonction de chaque conduit auditif. Je vais adapter l'extrémité du système de connexion. Donc là, on voit le futur implant, qui est l'implant qui va être mis en place avec le système qui a été fixé sur sa pointe. Et donc, je vais adapter la forme de la tige pour pouvoir arriver à l'endroit de l'oreille qui va faire la connexion avec la cochlée. Les implants sont insérés, fixés et connectés. La pose et les implants sont aujourd'hui pris en charge par 2 hôpitaux seulement. En contrepartie, les patients doivent participer à une étude de suivi et d'amélioration. Alors sachez que ces implants ont un coût très important, quand même 10 000 €. Ils ne sont pas encore remboursés par la Sécurité sociale. Un protocole d'évaluation est en cours et on pourrait envisager un remboursement au moins partiel dans les années à venir. Sylvie, donc je rappelle que vous êtes neuropsychologue et on parle avec vous de l'humour de notre cerveau. On va essayer de savoir à partir de quel âge ça se développe. Est-ce que les bébés ont le sens de l'humour ? Alors, les bébés vont commencer à sourire vers l'âge de 2 mois et puis vers l'âge de 4 mois, ils vont franchement rire, donc des vrais éclats de rire. Et ce qui va les faire rire, c'est un petit peu ce qui nous fait rire nous aussi, c'est vraiment d'être surpris. Et c'est pour ça que quelle que soit la culture, les premiers fous rires des bébés vont être obtenus quand on joue à cache-cache avec eux et que tout d'un coup ils nous voient apparaître et ils s'y attendent pas. Et donc c'est vraiment le précurseur du sens de l'humour qui va se développer plus tard. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que l'humour, ça les aide à apprendre. Alors effectivement, l'humour peut aider les tout petits à apprendre et dans mon laboratoire à l'université Paris-Descartes, il y a eu une expérience où on apprenait à des bébés de 18 mois à se servir d'un outil qu'ils n'avaient jamais vu. Donc c'était un outil qui ressemblait un peu à un râteau comme les outils des croupiers dans les casinos. Donc on leur montrait qu'on pouvait aller attraper un objet qu'on n'arriverait pas à atteindre avec la main. Et quand on faisait tomber l'objet, comme si on faisait une blague, les enfants éclataient de rire et tous les enfants qui riaient ont réussi d'emblée à se servir de l'outil, ce qui n'était pas le cas des enfants qui ne riaient pas. Et on s'est rendu compte que le rire... Vous avez participé à l'étude, quoi, ça vous fait rire. Et on s'est rendu compte que faire rire un tout petit au moment où on lui apprend quelque chose, ça peut sans doute cristalliser, en fait, améliorer sa mémoire, d'une part parce que ça augmente sa motivation, puis d'autre part, peut-être même que l'association d'une émotion à quelque chose qu'on est en train d'apprendre améliore la mémoire. Et il y a des pays qui étudient ça, qui le mettent en pratique ? Exactement. Alors, en Amérique du Nord, le rire est vraiment pris au sérieux. Et donc, les psychologues et les pédagogues utilisent l'humour pour vraiment améliorer et le comportement et les apprentissages, les fonctions cognitives. Et il y a même un réseau très sérieux qui s'appelle le RIRE, pour réseau d'information sur la réussite éducative. Ah oui. Donc on le voit à l'écran là. Et donc le RIRE fait vraiment partie de la pédagogie en Amérique du Nord. Mais comment concrètement ça apporte quoi en classe de rire ? Alors rire en classe, ça pourrait d'une part détendre l'atmosphère, oui, ça pourrait améliorer les relations entre les enfants, voire même avec l'enseignant. Et puis ça pourrait augmenter aussi la motivation, voire même l'attention, parce que ça permet de faire une pause en fait au milieu d'une explication un petit peu compliquée. Et donc les enfants peuvent à nouveau se remobiliser dans une ambiance assez décontractée. Et donc ça pourrait véritablement améliorer et l'attention et la mémoire et le comportement et de manière générale les processus cognitifs. On peut apprendre la philo avec des blagues alors. Exactement, alors de manière plus académique. Ça va intéresser ma fille, ça je crois. Moi ça m'aurait intéressé à l'époque. Moi aussi, mais c'était peut-être perdu. Alors vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement il y a 2 profs de philo américains qui s'appellent Thomas Cathcart, qu'on voit là, et Daniel Klein, qui ont écrit un livre qui s'appelle Platon et son ornithorynque entrent dans un bar. Voilà, on voit la couverture. La philosophie expliquée par les blagues, sans blague. Et donc ces 2 philosophes sont partis du point de vue qu'on pouvait peut-être utiliser l'humour pour expliquer des concepts assez compliqués. Et donc c'est l'exemple de cette blague typiquement new-yorkaise où il y a 2 jeunes grand-mères qui se rencontrent dans la rue. Et puis l'une d'elles, elles se sont pas vues depuis un moment, et l'une d'elles demande à l'autre « Mais quel âge ont tes petits-enfants maintenant ?» Et puis donc la première répond « Écoute, l'avocat a 5 ans et le médecin a 7 ans. » Et donc en fait, ces 2 profs de philo se servent de cette blague pour expliquer que finalement, cette blague peut servir à comprendre un concept qui s'appelle le télos, qui correspond au but final, à la cause finale, et que ces grand-mères se projettent évidemment vers ce qu'elles espèrent pour leurs petits-enfants. Et donc, on va retenir ce concept qui, sinon, serait beaucoup plus compliqué à retenir à travers cette blague. Alors, est-ce qu'il n'y a que l'homme qui rit ou bien mes chiens ont aussi le droit de rire ? Alors,
Il se pourrait bien que les animaux... Ah oui, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, il se pourrait bien que les animaux rient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'émettent pas le même type de bruit en situation de plaisir ou bien en situation d'agression ou de colère. Donc même si ces sons sont inaudibles, comme chez les dauphins par exemple, il se pourrait que les rats, les gorilles, les dauphins, plein d'autres animaux émettent des sons spécifiques quand ils éprouvent de la joie ou du plaisir. Oui, il ne faut pas de blagues. Il se pourrait même qu'il fasse des blagues. Et donc Coco, qui était un gorille qui avait appris à comprendre 2000 mots, ce qui est énorme, qui avait été éduqué aux États-Unis et qui savait faire 1000 signes. Donc on voit Coco à l'écran là. Un jour, on lui a demandé de signer ce qui était dur. Et donc il a signé une pierre, puisqu'effectivement c'est dur, mais il a aussi signé le travail. Ce qui veut dire qu'il était capable de second degré et que c'était presque un jeu de mots. Donc pourquoi pas des blagues faites par votre chien. Est-ce qu'il y a des pathologies dans lesquelles on peut perdre le sens de l'humour? Alors malheureusement, on sait que quand on est déprimé ou anxieux, on n'a pas du tout envie d'être surpris, donc on peut perdre ce plaisir vraiment aux effets de surprise et on peut perdre son sens de l'humour. Et puis il y a d'autres pathologies, par exemple dans les lésions frontales, on va avoir des patients qui sont complètement désinhibés. La partie avant du cerveau. Exactement, donc à l'avant du cerveau. Et ces patients désinhibés peuvent au contraire ne parler quasiment qu'en calembour et faire des blagues sans cesse. Et puis malheureusement, il y a des maladies neurodégénératives où les patients vont perdre la capacité à comprendre l'implicite et du coup comprendre l'humour, ça va devenir plus difficile. Mais la semaine prochaine, on va voir que l'humour peut quand même être utilisé, que ce soit pour améliorer la santé physique ou morale, et en particulier chez les sujets âgés. Très bien, on attend ça de pied ferme. Merci beaucoup. D'ici là, occupez-vous de vos chiens et faites-leur faire des blagues. Ouais, on va voir. On passe à In Vivo tout de suite. Et nous sommes de retour à Mayotte, dans la plus grande maternité de France. 25 bébés y naissent tous les jours. Ces 20 dernières années, l'île a subi un véritable boom démographique que l'immigration vient alimenter. Les 3/4 des enfants nés en 2016 ont une mère de nationalité étrangère. Et aujourd'hui, on retrouve Achata. C'est une patiente comorienne en plein accouchement difficile. Sa tension vient d'augmenter. Voyez ce reportage de Fanny Bouteiller et Véronique Bourgin. Ça pousse derrière? Et ouais, je regarde. Je pense que c'est le bébé. Je regarde. Achata est à la maternité depuis 24 heures quand des douleurs se font sentir. C'est le bébé qui appuie, d'accord? Il va venir pour la douleur, l'anesthésiste, pour qu'on remette un peu de produit et que vous soyez soulagés à nouveau. La péridurale commence à perdre de son efficacité. Bon, alors il paraît que vous avez un petit peu mal au ventre. Hein? Je vais vous injecter un petit peu plus de produit. Voilà, j'en injecte un tout petit peu là. C'est un produit beaucoup plus puissant que ce que vous avez. Quand on sent qu'un accouchement va se compliquer, c'est-à-dire aboutir soit à une extraction instrumentale, ce qui est de plus en plus rare, mais soit une césarienne, si on a posé une péridurale avant, c'est royal. Achata s'épuise. Sa tension qui était trop élevée est à présent trop basse. Elle est descendue à 8. 3 heures plus tard, le bébé commence lui aussi à montrer les premiers signes de faiblesse. Winnie, là, le cœur du bébé, à chaque fois qu'il y a la contraction, le cœur il ralentit un petit peu parce que le bébé il est fatigué. Vous avez compris? Monsieur, vous avez compris ou pas? Oui. On va juste prélever un tout petit peu de sang sur la tête du bébé pour voir s'il faut vraiment qu'on se dépêche de le sortir ou si on peut encore le laisser descendre. Quand le rythme cardiaque du bébé ralentit trop longtemps, le cerveau ne reçoit plus assez d'oxygène. Il risque d'être lésé. « 4-1. Le résultat n'est pas alarmant. Une césarienne en urgence est évitée. Bonnie, là ça fait mal? Je sais. On va essayer de pousser, d'accord, pour faire sortir le bébé. Quelques minutes plus tard, le bébé commence enfin à descendre. On attend juste la contraction. Là, il y en a une qui arrive, je crois. Allez, on y va. On y va. Allez, Bonnie. Fort, encore. C'est bien, Winnie. C'est bien ça. Dans les mains du médecin, une ventouse pour accélérer la naissance. Super, et le bébé qui arrive. Hein? Allez, encore. C'est bien, courage. C'est presque fini. Allez, on pousse encore un petit peu. Ouais, bravo, Bonnie. L'instrument a déformé le crâne de l'enfant, mais très vite, il retrouvera sa forme normale. Bonjour maman, bonjour papa. Ça va? Bravo.
Assoumani, 2,2 kg, est en bonne santé. Allez, crie, chouchou. Voilà. Encore. T'as raison. Encore. Un enfant de plus dans une maternité qui n'arrive presque plus à les compter. À Mayotte, les femmes font 2 fois plus d'enfants qu'en métropole. L'an dernier, tous les records ont été battus. 9 700 naissances, soit près de 180 par semaine. Le docteur Schweikart est arrivé sur l'île il y a 12 ans. Aujourd'hui, il est inquiet. Je crois que c'est trop. Je suis convaincu que c'est trop. C'est, à mon avis, une situation que si l'augmentation de la population continue d'avoir lieu, qui devient vraiment ingérable. C'est déjà, à mon avis, très limite. Ces 20 dernières années, la population de l'île a doublé. Sikinati, l'aide-soignante de Mamoudzou, a travaillé longtemps en métropole. Il y a 1 an, elle est revenue dans une île, au visage transformé. Il y a une case en tôle là, qui est sûrement habitée par des étrangers. Maintenant, on a aussi des gens qui viennent de l'Afrique, le Sénégal, le Cameroun et tout ça. Il y a même des Syriens et tout ça. Chacun fuit la misère. Partout où tu es dans ce monde, tu fuiras la misère tant que tu peux. Aujourd'hui, Mayotte est le département où la croissance démographique est la plus forte. Le chômage y est aussi le plus élevé de France et la population la plus pauvre. La carte postale ne fait plus vraiment rêver. Écoles et hôpitaux saturés, jeunesse désœuvrée, l'île a plongé dans la violence et la délinquance. Les étrangers pointés du doigt ne sont plus les bienvenus. Arrivé des Comores il y a 24 ans, Mohamed, sa femme et ses 7 enfants ont dû quitter cette maison de fortune du jour au lendemain. Un traumatisme. Ils sont venus et ils nous ont dit « Tu dois partir, sinon on va te tuer avec tes enfants ». Pendant 1 mois et demi, on a dû dormir dans les bois juste à côté. Je regrette vraiment d'être venu ici. Mes enfants sont nés ici, car je voulais qu'ils soient français. Mais aujourd'hui, on nous déloge. Et on nous pousse à vivre comme des animaux. Des histoires comme celle-ci, Sikinati en connaît des dizaines. Sur les hauteurs de sa ville, une guerre fratricide est à l'œuvre. Là, tu as l'exemple typique de ce qui se passe en ce moment à l'île de Mayotte. Donc là, il y a un banga qui a été détruit et brûlé par des Mahorais. Les Mahorais, ils sont en train de péter un plomb parce qu'il y a trop d'abus, il y a trop de gens qui ont été violentés, il y a trop de gens à qui on a poignardé, il y a trop de gens qui sont volés. On ne devrait pas voir ces images-là à Mayotte. En plus, c'est des gens qui sont musulmans comme nous. On se comprend, on parle presque la même langue, on a presque les mêmes ancêtres. Voir ces images comme ça me désole. Ça me désole. Et j'ai vraiment peur pour l'avenir de mes enfants parce que un enfant qui voit qu'on a été capable de lui faire ça, je peux vous dire que c'est un bombe à retardement, quoi. La solution, elle est où? Je ne sais pas. Pour désamorcer le conflit, le gouvernement a entamé une réflexion sur le statut de la maternité de Mayotte. Si elle était internationale, naître à Mayotte ne serait plus un moyen de devenir français. Sachez que depuis la fin de ce reportage, Mayotte n'est pas devenue internationale. Mais afin de faire reculer l'immigration illégale, le droit du sol y a été modifié par la loi Immigration et droit d'asile adoptée le 26 juillet 2018. Et les enfants nés à Mayotte n'ont plus la nationalité française d'emblée, puisque l'un de leurs parents doit être en situation régulière depuis 3 mois avant leur naissance pour qu'ils puissent y prétendre. Voilà, suite de ce document demain. Vous ne bougez pas, dans quelques instants, on va parler des primes et dépression. Ah non, vous vouliez d'abord faire un petit appel à témoins? Un appel à témoins, effectivement. Vous avez eu un cancer lorsque vous étiez adolescent et cette maladie a eu un impact sur votre sexualité. Votre témoignage nous intéresse pour un reportage. Contactez-nous au 01 58 88 85 21. Voilà, et je le disais, donc le docteur va être consacré à la déprime et à la dépression. Pour répondre à vos questions, le docteur Florian Ferreri, qui est psychiatre. Bonjour Florian. Bonjour. Pour témoigner avec nous, Agnès Poré, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, pas facile, vous avez quand même eu beaucoup de choses difficiles dans votre vie, des épisodes de dépression sévères, on va y revenir. Mais avant de parler de ça, est-ce que vous étiez une adolescente ou une enfant fragile, hypersensible ou pas?
Je pense qu'il y avait de la sensibilité, mais j'ai surtout souvenir, quand j'étais adolescente, d'avoir eu des périodes où je pleurais et en fait, je n'avais pas de raison. Et en fait, je me suis rappelé de ça plus tard. C'est pas ça qui m'est resté de mon enfance, mais je m'en suis souvenue après, pendant ma psychothérapie. Une adolescence comme ça, fragile, facilement triste, ça peut augurer de dépression plus facile ou pas chez l'adulte? Tout à fait, on a tous une humeur de base et des fois on part avec une humeur qui est un peu plus basse que pour d'autres personnes et on est plus vulnérable. Alors des fois parce que dans la famille, il y a des personnes qui ont déjà souffert de dépression et on est un petit peu plus sensible à certains événements de la vie qui font qu'on va développer une dépression ultérieurement. Ce qui était le cas, vous aviez dans votre famille des personnes qui ont eu des dépressions? Oui, c'est arrivé, oui. On va voir ça tout de suite et surtout répondre à vos questions. Vous ne bougez pas.